Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les lundis, voilà, suivi de mes résultats par rapport à la semaine dernière, ce que j'ai travaillé en dehors des tables, ce que je compte faire la semaine prochaine. On va voir le plus gros pot gagné, le plus gros pot perdu au cours de la semaine. Et je vais également te développer un sujet sur la variance au poker. Avant de commencer cette vidéo, donc, je t'invite à la liker tout de suite. C'est important que tu likes la vidéo et que tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait à ma chaîne. Tout ça me permet de faire connaître mes vidéos. Donc je te remercie d'avance. Ça te prend une seconde. C'est parti. Les résultats de la semaine, donc légèrement perdants comme la semaine passée, 3 KV et demi. Essentiellement sur Winamax d'ailleurs, puisque j'ai beaucoup joué dessus pour débloquer le bonus que j'ai eu grâce au Winamax Series. J'ai fait de la go fast essentiellement sur 4 tables, des sessions à peu près une heure et demie, mais 2 dans la journée, ou 2 ou 3. Donc en fait j'ai fait en gros 3 heures, 3 heures et demie par jour, et j'ai fait en gros 2200 mains par jour sur le début de semaine. Et comme ça se passait pas super top, en cours de semaine j'ai un peu changé, enfin en fin de semaine disons, ce week-end je suis passé sur PMU Unibet pour finir la semaine. Je vais montrer déjà tout de suite avant de passer à autre chose. Voilà les résultats, hein, 305-21 sur Winamax, PMU 365-72, on y est bien, et Unibet, oups, voilà, 573-44. Donc, je disais des sessions autour de 2200 mains par jour en GoFast, sur 4 tables simultanées en NL10, et la variance qui est un peu... Enfin, c'est pas tellement plein de bad beats, quoi. C'est plutôt des sessions où il n'y a pas assez de bonnes situations favorables pour moi, où je peux arracher suffisamment de gros pots. En fait, je perds pas tout le temps des gros pots. Il y a des sessions où je perds une cave et demie, deux caves, mais quand je regarde, le plus gros pot que je perds, enfin, je perds genre 2,50 €, quoi. C'est 25 bébés, quoi. Il n'y a que des pots, en gros, que le pot fait donc 50 bébés. Et donc, moi, j'en perds la moitié, 25, en un contre 1. Et en fait, c'est plein de pots comme ça qui se cumulent. Et ça va vite, hein, 10 pots de 2,50 €, bah ça fait 25 euros. Donc si en face, je gagne qu'une fois 8 euros et puis une fois 3 euros, bon bah voilà, on finit la session perdante. Donc c'était beaucoup des trucs comme ça, mais sur des sessions de 1000 mains environ, 700 mains, 800 mains. Voilà. Et après, il y a eu des sessions gagnantes aussi, hein, en cours de route, mais voilà, c'est un peu la variance comme ça. Peut-être, alors il y a plusieurs questions que je me pose, que c'est difficile de répondre maintenant, mais c'est plus avec le recul que je pourrais répondre. Peut-être mon niveau n'est pas suffisant pour la GoFast NL10 sur Winamax. Peut-être que en fait j'ai aussi 5-6 BB100 sur le long terme en jouant comme ça, mais que voilà, je suis dans une phase de variance légèrement négative. Ce qui est possible, on va le voir, ça peut durer longtemps. Voilà, globalement ça peut être à peu près les seuls trucs. Euh, Après j'ai joué un peu PMU, donc ça s'est bien passé sur PMU. J'ai retrouvé un field plus facile à jouer. J'ai fait une grosse erreur, enfin j'ai fait une seule session mais de 2h30. Et parce que j'avais un petit bonus à débloquer avant aujourd'hui. Donc j'ai fait l'objectif en une seule fois. J'aurais dû diviser en deux puisque arrivé vers la fin de la session, j'étais un petit peu complètement déconcentré, j'y étais plus, j'avais plus envie de jouer. J'aurais dû m'arrêter, je voulais finir tout de suite l'objectif. Et voilà, dans le manque de concentration, le fait que j'y étais plus et puis que j'avais toujours 3 tables en même temps, et j'ai eu un gros pot à jouer et j'ai cliqué river alors qu'il fallait absolument pas. Enfin, franchement, c'était nul, nul. Et j'ai offert 7 euros, donc c'est vraiment dommage, j'aurais pu avoir 7 euros de plus. C'était dans les 3 dernières mains en plus, hein, c'était vraiment terrible. Juste enfin, faut pas se relâcher tant que c'est pas fini. Ça m'apprendra, donc voilà. Et puis sur Unibet, je suis perdant, mais honnêtement, j'ai fait une session uniquement hier et j'ai très bien joué. Je trouve que j'ai super bien joué. Seulement, voilà, j'ai eu un bad beat, un setup. C'est parti all-in pré-flop. Le gars avait 9,50 €. Il avait As-Dame suité, j'avais As-Roi. Et comme c'est un gros, un peu dégène, un peu agressif pré-flop, lose, calling station, tout bref, il collectionne tous les leaks. J'y suis allé franco.
Et c'est pas passé. Il y a eu un autre pot dans la session, je crois, qui est pas passé en all-in. Ah si, non, j'en avais passé un autre qui est passé. Donc voilà, il y a eu un 9 € qui est parti comme ça. Donc en gros, c'est à peu près malheureusement le résultat final de la session. Mais j'étais assez content de ce que j'ai fait globalement sur cette room, hormis le fameux coup avec As-Roi, un coup avec As-Roi aussi, mal joué sur PMU. Quant à Winamax, j'ai pas tellement review pour l'instant tout ce que j'ai pu faire. Il y a pas mal de volume, donc voilà, faudrait voir plus précisément. Sous l'effet Go Fast, est-ce que je suis... Bon, c'est sûr que globalement, j'ai l'impression d'être... pourtant, j'utilise les mêmes ranges, mais je sais pas. J'ai l'impression d'être plus tight quand même sur la Go Fast. Donc, mais pourtant, j'ai l'impression de jouer les mêmes ranges et tout, donc je sais pas. Voilà, tout simplement, ça peut être de la variance aussi, hein. Bon, j'accorde pas plus d'importance que ça, comme je l'ai dit la semaine dernière, sur ces chiffres et ces courbes, euh, puisque, étant donné que le volume n'est pas ultra conséquent, on parle de là peut-être 25 000 mains ici, dans ce bloc-là, 30 000 mains peut-être, je sais pas précisément, puisque sur Unibet, j'ai pas de compte. Sur PMU, alors il y a un truc qui est chiant aussi sur PMU, c'est que quand on lance une session, quand on lance une nouvelle table, les deux premières mains quasiment sont pas comptabilisées dans le tracker. Et par exemple, là, j'ai gagné une cave dès la première main sur une table ou la deuxième main, et elle est pas comptée dans le tracker. Pourtant, elle apparaît dans le fichier historique PMU, mais elle n'est pas prise en compte dans le tracker. Donc du coup, même mes win rate, mes chiffres, tout ça, ils sont pas bons. Ça fait la 2 fois que ça m'arrive ça. Donc bon, bref. De toute façon, j'accorde pas d'importance à tout ça. Pourquoi? Je vais expliquer. Souvent, quand on est joueur de poker, on veut se fixer des objectifs soit financiers, soit par rapport à la win rate et tout ça. Il faut comprendre que la variance, donc là on est sur un site qui fait des extrapolations de variance au poker en fonction de paramètres qu'on lui met. Donc par exemple là j'ai mis que je gagnais 5 BB100 à long terme au poker sur les tables que je joue, et j'ai mis un sample de 30 000 mains. Donc en gros, par exemple, comme je l'ai dit, c'est peut-être à peu près, j'ai dû jouer moins que ça, mais c'est à peu près mes 4 dernières semaines. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caves et demi. Donc je perds 1200 bébés en gros sur les 4 dernières semaines. Et on voit sur une simulation qu'on peut même perdre quasiment, donc là ça fait 1000, donc on peut perdre 3000 bébés, même plus que ça, sur le cas le plus défavorable, tout en gagnant 5 BB100 à long terme. C'est simplement de la variance à court terme. 30 000 mains, c'est très court terme. Okay, c'est ça qu'il faut comprendre. On voit, à chaque fois, il y a 20 simulations qui sont lancées par l'algorithme. Et donc on peut calculer par exemple sur 30 000 mains avec un jeu qui est EV positif sur le long terme. On peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va avoir 7, donc ça veut dire si on divise par 2, ça fait 3,5, multiplié par 10, 35%. On a 35% de chance d'être négatif sur 30 000 mains, ce qui est beaucoup. Et on peut même ajouter 3 autres samples, donc 15% de chance d'être quasiment EV0, enfin être à 0, break-even. Donc ça veut dire 50% de chance en fait, on a 50% de chance sur 30 000 mains d'être flat. Voilà, donc ça c'est la variance. Et en même temps, on peut avoir des scénarios ultra favorables. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'enflamment un peu trop vite à monter les limites. Ils peuvent avoir 7000 big blinds de positifs sur 30 000 mains, mais derrière, ça peut retomber en fait. Et c'est ça que les gens ne pensent pas. Tout dépend en fait du niveau qu'on a. Si on est comme moi, par exemple, quelqu'un qui monte les limites petit à petit, qui fait monter la bankroll d'un côté et en même temps monter les limites, c'est problématique parce que si on ne se rend pas bien compte de ce que c'est que la variance positive aussi comme négative, surtout positive, on peut se retrouver à avoir la bankroll nécessaire pour aller jouer la limite au-dessus, mais pas forcément le niveau d'une part, et d'autre part on peut être tenté de dire, parce qu'à ce moment-là il faut comprendre que c'est pas marqué 5 BB100 sur le tracker. À ce moment-là c'est marqué peut-être 10, 12, 14 BB100, 15 BB100. Mais en fait c'est pas du tout représentatif du long terme. Si on continue à jouer à la même limite avec le même niveau de jeu,
ça risque après de revenir, on va dire levé, c'est la ligne noire. Hein. Donc à terme, là, on a quasiment chaté 4 fois plus que levé, donc ça va retomber, même si on produit le même niveau de jeu, quoi. C'est ça le truc. Donc c'est très compliqué de s'évaluer aussi avec la win rate, parce que c'est trop court terme bien souvent. Et on va voir que quelqu'un qui fait genre 150 000 mains dans l'année, c'est pas encore un échantillon fiable. Même si on commence à être un petit peu plus dans des courbes positives, on a toujours donc on a toujours, on va dire ça veut dire 10% de chance d'être encore négatif. Et 1, 2, 3, 4, 20% de chance de ne pas gagner grand-chose, hein, 2500 BB, donc 2,5 BB 100, c'est ce qu'on aura sur notre tracker, alors qu'en fait on run à 5 BB 100 à long terme. Voilà, donc tout ceci est pour bien comprendre, 150 000 mains, c'est pas encore un échantillon suffisant. Si on commence à arriver dans du 300 000 mains, on a toujours à peu près les mêmes stats, puis c'est un peu au-dessus que ça commence à devenir significatif, 350 000, 400 000 mains. Voilà, on a encore un scénario break-even et 2-3 scénarios, donc ça veut dire 1,5, donc 15% de chance. En gros, on a encore 15% de chance bon, on est positif, hein, mais voilà, on a encore un scénario qui est pas bon et puis les autres qui sont quand même pas mal. Voilà, donc il faut tabler sur 350 000 mains globalement pour commencer à avoir des stats fiables. Donc 350 000 mains, c'est pour certains, il va leur falloir 1 an et demi, d'autres ça va être 1 an, et d'autres ça va être 10 mois, quoi. Ça dépend combien on joue par semaine. 400 000 mains, on est à peu près encore dans les mêmes ordres de grandeur. Et puis après, plus on augmente, plus ça va devenir de plus en plus fiable. Voilà, donc à partir de 450 000 mains, on n'est plus censé perdre d'argent. Mais c'est quand même pour dire que même si on run à 5 BB100, on développe un niveau de jeu à notable à 5 BB100, et bien au bout de 1 an de poker, 450 000 mains, pour certains ça va peut-être même être 1 an et demi, ça ne sera pas encore significatif. On peut encore s'en prendre plein la tête, quoi. Il faut s'imaginer que ça serait presque 1 année et demie de poker pour certains. C'est long de subir la variance pendant 1 an et demi. On peut entendre dans des interviews de professionnels, des fois certains qui ont eu de la variance pendant 2 ans. Ah, là, c'est encore 500 000 mains, ça continue pour ce scénario le plus négatif. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on est sur 1 million de mains normalement. Là, voilà. Là, ça commence à ne plus trop arriver. Parce que là, il faut quand même comprendre qu'on est à 15 000 BB quand même. Mais voilà, il faut envoyer du volume. Okay, donc, si on doit se fixer des objectifs, ça serait plutôt des objectifs liés à ça, c'est-à-dire au volume de jeu. Ça dépend de nous. Et puis, on sait que plus on fait du volume de jeu, plus on lisse donc cette variance. On le voit ici à 1 million de mains, les courbes sont vraiment plus lissées. Il y a toujours des écarts, évidemment, mais elles sont plus lissées, c'est-à-dire que les hauts et les bas sont de plus en plus fins, liés au fait qu'on fait du volume et qu'on développe cette variance à long terme. Voilà, et donc sur 1 500 000 mains, là c'est réglé. L'échantillon va de plus en plus se resserrer, plus l'échantillon va être grand. Sur 2 millions de mains, il n'y a plus de secret, quoi. Voilà, ça peut encore un petit peu s'écarter, mais voilà, on a des courbes qui sont bien. Voilà, donc il faut comprendre ça. Quand on parle dans les forums, tout ça, de court terme, de moyen terme, de long terme, il faut comprendre de quoi on parle, quoi. 300 000 mains, c'est absolument pas le long terme, quoi. C'est ça qui est fou. C'est encore du moyen terme, quoi. 350 000 mains, je dirais, c'est du moyen terme, quoi. Encore, hein, ça reste moyen terme, court terme, quoi. Parce que comme c'est à partir de 500 000 mains qu'on commence à être à la moitié de ce qu'on pourrait vraiment appeler le long terme, 350 000 mains, c'est encore un peu court. Donc voilà, il faut s'évaluer là-dessus, mais à très long terme. Donc comme en général, sur 1 an et demi, 2 ans de poker, notre niveau il est censé évoluer énormément si on travaille. Et puis aussi, on ne va pas jouer tout le temps les mêmes limites, puisque malgré ces scénarios-là, si on ne tombe pas dans le scénario du pire, hein, on voit quand même que notre bankroll va progresser dans bien des cas. Et donc du coup, on va monter les limites. Donc du coup, le win rate théorique qu'on est censé développer à long terme va bouger, hein, parce que quand on monte de limite, on est moins bon, donc voilà. Mais après, il y a le gain horaire qui compte, mais
voilà, c'est juste pour comprendre déjà la variance. Euh, Après, il y a une info qui est sympa aussi ici, mais bon, pareil, c'est le risque de ruine. Donc là, avec un jeu à 5 BB100, il nous dit qu'on a un risque de ruine de 5%, donc de sbroke, si on a la bankroll minimum de 3000 BB, donc ça fait 300 € pour la NL10. Sachant que perso, moi j'accepte pas un risque de ruine de 5%. Euh, donc comme moi je tourne à 100 caves, bon maintenant quand on monte de limite on peut monter à 60 caves, il y en a même qui vont faire 50 caves en micro limite, mais moi je suis plus à l'aise avec ça, donc j'aurai 2 fois moins, donc si c'est proportionnel, en gros je monte, quand je monte de limite j'ai à peu près un risque de ruine de 2,5%. Après ça dépend, si on développe une win rate mieux que ça, ce risque de ruine, enfin ce nombre doit diminuer normalement. Si on fait, par exemple si on fait du 8 BB100, voilà, on a besoin d'une bankroll moins grosse pour avoir ce risque de ruine de 5%. Mais à retenir que si on fait du 5 BB100, donc c'est pas idiot d'avoir le double de ça, c'est-à-dire en gros 60 caves, 50 caves. Voilà, on voit qu'on évite le risque de ruine, sans compter que ça prend pas en compte le fait qu'on va switcher de limite, c'est-à-dire que moi, arrivé à un certain palier, si ça descend trop, je vais redescendre de limite, donc ce qui fait que je vais me redonner de l'air en termes de risque de ruine. Ok, donc voilà, intéressant de voir ça. Notamment, encore je le répète, pour la fixation d'objectifs de progression sur ce plan-là, c'est plutôt se fixer des objectifs donc de temps de jeu, parce qu'on sait qu'on fait tant de mains à l'heure, et donc de faire des objectifs de volume. Ça, c'est des choses qu'on peut respecter à l'année, et donc on sait, si on part sur du 300 000 mains à l'année, on sait que globalement, au bout de 2 ans, on aura bien déjà vaincu la variance, on l'aura complètement lissé, et on saura à peu près où on en est vraiment sur ce qu'on vient d'accomplir. Et savoir que voilà, on peut avoir 150 000 mains, 200 000 mains, très compliquées, break-even, voire négatives, alors qu'on joue bien. Et c'est ça qui est dur du coup. Okay, donc comment faire pour tout simplement savoir si on a un bon niveau de jeu? Tout simplement c'est de demander à un professionnel de voir nos mains, de review des sessions avec nous, des spots, pour qu'il puisse nous dire si ce qu'on fait c'est plutôt bien, ou si effectivement notre qualité de jeu ne permet pas de développer a priori à long terme un jeu EV+, sur le long terme. Et parce que des fois ça peut être l'inverse, on peut croire que on joue pas bien, qu'on n'a pas le niveau, que machin, et en fait si on review, régulièrement le pro va dire non, c'est pas mal ce que tu fais, c'est bien, ça devrait fonctionner. C'est simplement que c'est de la variance. Donc il faut de la patience, beaucoup de patience. Et entre temps, il y a, enfin, je veux dire, quand on est dans ce scénario-là, par exemple sur 150 000 mains, c'est quand même long, ça peut être quasiment, pour moi, ça serait à peu près 6 mois de poker. Si on se retrouve là-dedans, on va douter, enfin énormément, c'est très très compliqué. Encore une fois, on le voit ici, cet échantillon de 4 semaines représente peut-être 25-30 000 mains, parce que j'ai pas joué non plus énormément. J'en serais qu'au tout début quoi, du scénario, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de s'évaluer avec ça et de trop se prendre la tête avec ça, parce que ça veut rien dire. Et c'est pour ça aussi, cette étude de la variance permet, c'est pour ça qu'on comprend l'importance, mais la surimportance du bankroll management. À moins de vouloir remettre la carte bancaire tous les semaines ou tous les mois, moi c'est pas mon cas. Voilà, il faut comprendre que le bankroll management il est hyper important, parce que ça, c'est la réalité. Okay, donc ça peut durer longtemps et être assez violent. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Après, avant d'enchaîner sur la suite, c'était pour dire un petit peu ce que j'ai fait cette semaine. J'ai énormément travaillé sur mon jeu préflop. Alors, j'ai pas encore tout balayé les sujets qu'on peut bosser quand on bosse son jeu préflop. Notamment, j'ai pas bossé les spots de squeeze. J'ai pas bossé spécifiquement les ranges d'ISO des limpers. Mais j'ai bossé mes ranges d'open, mes ranges de 3 bêtes pour value, mes ranges de 3 bêtes bluff, de 4 bêtes bluff, 4 bêtes value. Versus toutes les positions, et versus aussi, j'ai un petit peu fait une nouveauté sur certaines positions, notamment les light positions, tout ce qui va être cutoff, bouton, small blind, big blind. J'ai travaillé les ranges
quand je fais face à un 3 bet, j'ai énormément travaillé ces ranges-là en termes de pourcentage de range de 3 bet qui me paraît être plus pertinent. Par exemple, si je suis au bouton et que small blind me 3 bet 12% du temps dans cette position, j'ai établi une range de réponse à ces 12% de 3 bet. Si vilain dans cette même position a plutôt une stat de 8,5, j'ai établi une nouvelle range. J'ai fait une range à 5,5 et j'ai dû faire 5,5, 8,5, 10, 12. Et après, entre les deux, je switch. Et vu que j'ai beaucoup travaillé avec Equilab cette semaine pour faire donc tout ce travail de range préflop, j'ai une meilleure idée parce que j'en ai passé du temps quand même cette semaine là-dessus. J'ai une meilleure idée, par exemple comment se comporte roi dame off sur tel type de range, as valet off, lesquelles mains sont les plus pertinentes à utiliser, comment on répond roi valet, roi ten, dame ten, dame valet par rapport à as ten, dame valet suited. Voilà, je comprends un petit peu mieux les équités par rapport au range à force d'en avoir vu. Donc c'est un job qui a été intéressant à faire. J'ai pas trouvé ça ennuyeux ou fastidieux, en fait c'est assez intéressant. J'ai changé beaucoup mon jeu en small blind aussi pour essayer d'améliorer encore ma win rate en small blind qui n'était pas désastreuse, mais globalement je suis à moins 35 BB100 je crois en small blind. Et voilà, on me dit que non, même pas. Là à court terme je suis à moins 27, mais je crois qu'à long terme ça tend à moins... Ah, peut-être je dis des bêtises. Ouais, non, à long terme, je suis à moins 20 BB100. Donc c'est pas mauvais, hein, mais j'essaye juste d'améliorer encore un petit peu. Puis c'est pareil, Big Blind, j'ai un petit peu modifié. Je suis à moins 38 BB100 sur le long terme, mais je vais essayer d'améliorer encore un peu ça aussi. Alors, Small Blind, ça a été essentiellement de basculer sur une range de 3 bêtes ou rien. Parce que globalement, j'entends tout le monde parler de ça, donc j'ai envie de tester. Je vais en parler avec un pro pour voir ce qu'il pense de ce que j'ai préparé. Et puis je vais aussi beaucoup travailler le spot Big Blind versus Small Blind où j'ai élargi ma range de défense. Bouton, j'étais déjà pas mal élargi, j'ai un peu modifié et j'ai modifié contre Big Blind contre Cutoff aussi. Voilà, et puis après le reste, je pense c'est du post-flop. Donc améliorer mon jeu post-flop pour avoir des meilleures win rates à toutes les positions d'ailleurs. Bouton, je suis vraiment pas bon, Cutoff ça va pas non plus. Donc il va falloir que je... Donc j'ai revu les ranges. J'ai fait un énorme tableau qui prend donc tout mon écran de gauche, où ça reprend tous les petits carrés, enfin tous les rectangles avec toutes les ranges. Donc je peux en montrer une par exemple. Je vais montrer. Si je montre par exemple la milieu MP contre UTG. Donc j'ai ma grille de mains possible préflop. En bleu, j'ai mis les mains que je vais call. En orange, les mains que je vais mixer, call ou 3 bêtes. Je peux 3 bêtes bluff en jaune. Et ici, il n'y en a pas, mais sinon, il y a en rouge des ranges de 3 bêtes go broke. Ici, c'est parce que je les mets en rouge, parce que je peux mixer. Voilà, puis je vais introduire une autre couleur aussi, je vais mettre du vert pour des ranges. Par exemple, au bouton, j'ai une range de boutons standard et puis j'ai une range de boutons étendue. Quand Small Blind et Big Blind fold énormément tout style, j'open plus en fait. Donc j'ai mis des couleurs différentes aussi pour toutes ces ranges étendues. Et je pense aussi que je vais faire ça pour le cutoff, enfin un peu toutes les positions. Je vais rajouter des mains pour que in-game je sache si je veux augmenter ma range UTG, ma range MP aussi qui sont assez serrées en fait de base, de mettre les mains tout de suite en couleur pour si jamais je me retrouve sur une table où j'ai envie d'élargir parce que j'ai des joueurs très serrés, très tight, j'ai envie d'ouvrir mes ranges, de savoir tout de suite mains par lesquelles je commence. Et inversement, la range standard je l'ai déjà contre des tables qui vont être extrêmement loose ou en tout cas qui sont pas très tight ou trop de profils récréatifs qui vont beaucoup aller voir les flops. Voilà, donc ça c'est le taf que j'ai fait cette semaine. Je suis très content du résultat. Je ne montre pas le tableau évidemment parce que c'est perso, c'est beaucoup de travail et puis j'attends de voir aussi à long terme ce que ça va donner. Mais il n'y a pas beaucoup de choses, je n'ai pas tout changé non plus dans mon jeu préflop, mais voilà, j'ai pas envie de le donner, c'est beaucoup de travail. En tout cas, je suis très content, c'est très pratique puisque dans un coup d'œil à gauche, quand je suis dans ma session sur mon écran de droite, j'ai mes tables et à gauche, j'ai toutes mes ranges, toutes les positions, tout ce que je peux faire et je suis jamais surpris. Après, évidemment, il faut adapter, c'est des tableaux, c'est pas
Le jeu préflop n'est pas un jeu fixe, c'est mobile, en fonction de tous les profils de joueurs qu'on a en face de nous. Mais voilà, c'est un gros boulot. Voilà, il me restera à faire la même chose avec des ranges de squeeze, des ranges d'ISO contre des limps. On verra ça plus tard. Cette semaine, juste pour dire, voilà, le job que je vais faire, ça va être beaucoup travailler le jeu au flop, tout ce qui est c-bet, et de mieux comprendre, avec l'utilisation du logiciel Flopzilla, de mieux comprendre les interactions entre les ranges et le board. Mieux comprendre voilà, comment se comporte ma range moi quand je suis au bouton par rapport à la range du big blind sur un board SI, sur un board à tirage, sur un board pairé, sur un board monocolore, enfin voilà, essayer de mieux comprendre les interactions pour essayer de mieux cerner les spots où il faudrait pas c-bet et des spots où il faut c-bet, et puis aussi mieux adapter les sizing pour mieux, quand on comprend mieux, par exemple, sur tel type de board, la range de vilain est plus composée de mains faites ou de mains à tirage, il va falloir que je défende plus, ou voilà. Donc, essayer de trouver les meilleurs sizing comme ça. Et puis, tout comme là, je l'ai fait en préflop, à force de voir des stats, à force de travailler des spots, ça rentre dans la tête au bout d'un moment. Puis après, on essaie de reproduire ça in-game. Voilà, donc c'est le début du travail post-flop, il y a beaucoup à faire, mais je pense que si j'arrive à évacuer certainement des erreurs que je fais pré-flop, mais encore, je pense que j'en faisais pas énormément, si ce n'est que d'être trop tight, mais en tout cas des erreurs au flop, ça c'est sûr, j'en ai fait, et donc du coup, moi je vais en faire au flop, moi ça va me coûter d'argent river, parce que des erreurs qu'on fait pré-flop, on les cumule derrière, ça coûte cher river, des erreurs qu'on fait au flop, on les cumule turn et river, donc ça aussi ça coûte cher. Donc bref, c'est important de faire ça. Et puis je vais peut-être faire ça pendant 15 jours. Et puis dans 3 semaines, je passerai à me focus plus sur les turns et sur les rivers. Donc notamment, je vais continuer de revoir des vidéos de professionnels que j'ai en stock dans mon ordi ou qu'on peut trouver sur Internet. Mais en les regardant, focus sur les flops, le jeu au flop. Voilà, je vais vraiment me concentrer là-dessus pendant au moins 15 jours. Aussi, j'ai intégré la semaine dernière deux groupes de joueurs de cash game via Discord. Du coup, il y a un groupe où on est assez nombreux. Après, il y a des gens qui viennent pas. Enfin, c'est en fonction des horaires et tout ça. Mais pour ceux qui sont disponibles. Mais en gros, c'est un groupe où il y a un pro de NL200 qui est là. Il y a même un mec de NL100, je crois, qui va venir. Voilà, donc c'est des groupes qui viennent d'être créés, qui sont tout nouveaux. Mais en tout cas, on a fait une première session de travail cette semaine de 2 heures. C'était ultra intéressant et voilà, beaucoup d'échanges avec ce pro. Donc du coup, c'était ultra intéressant. Moi, j'ai beaucoup participé. On était 3 à participer et 2 ou 3 qui étaient plus en spectateur pour cette première. Et aussi, j'ai un autre groupe en privé à côté où là, pour l'instant, on est 3 et on sera 4 au maximum. Donc voilà, donc du travail aussi en sous-groupe, pareil, de review, de travail de spot en particulier, de review de session, de review de main, voilà, de travail en groupe, d'échange. Et honnêtement, même il y avait un mec de NL2, mais et je pense même qu'il est meilleur que moi. Donc c'est vraiment intéressant. Ça va me faire beaucoup progresser. On a fait 2 heures, je les ai pas vus passer et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et moi, pourtant, j'aime bien review de temps en temps mes mains, surtout quand j'ai des doutes sur le fait d'avoir bien joué ou pas, ou d'avoir subi de la variance ou pas, j'ai besoin de savoir. Donc souvent, je vais faire mes reviews quand même après ces sessions soit un peu compliquées où j'ai des choses à vérifier. Et malgré que toi, j'ai quand même le courage de le faire, j'ai trouvé que là, le fait de le faire en groupe, c'est carrément entraînant, c'était ultra motivant. Et quand j'avais terminé, j'avais déjà hâte d'être à la prochaine, donc ça c'est vraiment cool. Et puis c'est gratuit, hein, c'est vraiment cool d'avoir un mec pro qui est là pour nous aider. Donc ça c'est la nouveauté et ça va porter ses fruits, j'en suis sûr, dans les semaines à venir. On met toutes les chances de son côté, hein, globalement. Donc voilà, pour ce qui est du travail cette semaine, je vais arrêter là pour cette vidéo. Maintenant, on va aller voir un petit peu 2-3 mains sur le plus gros pot gagné et perdu cette semaine.
Alors le plus gros pot gagné cette semaine, je le montre, mais on va refaire une autre main parce qu'il n'est pas super intéressant. C'est une paire d'as. Je me fais 3 bêtes par le bouton. Évidemment, je 4 bêtes x 3. Il me 5 bêtes all-in. C'est parti. Bon, c'est un gros pot. Hein. On met les as pré-flop sur 150 BB, mais bon. On se retrouve face à As-Roi et j'avoue que j'ai un peu serré les fesses turn et river parce que quand on a un flop comme ça, il peut toucher un roi ou un cœur et c'est réglé. Donc la pièce est tombée de mon côté. Donc un joli pot de 300 blindes. Je vais montrer une autre main parce que bon, celle-ci, il n'y avait trop rien à dire. C'était un peu un setup. Allez, je vais montrer celle-ci. On se retrouve avec paire de 6. Alors, on a un limp et puis un ISO à 5 BB. Donc, c'est de la go fast sur NL10 Winamax. Je décide donc de call pour aller faire un brelan ou rien. Je fais brelan, je check. 85, je pense que j'ai décidé de check raise directement. Voilà. En plus, bon, on est deep, donc il faut faire grossir le pot. Et puis, c'est extrêmement drawy. Il décide de me call. Ce 5 change pas des masses. Donc, il peut avoir As-Dame. Il peut avoir. Je pense pas qu'il ait les dames. S'il avait les dames et les 9, c'est pareil, il me serait revenu dessus tout de suite. Donc, il peut avoir As-Dame. Il peut avoir. Je sais pas comment il se comporterait avec As-As et Roi-Roi face à un check raise au flop. Après, il peut avoir genre As-Roi de cœur, As-10 de cœur, As-Valet de cœur. Il peut avoir peut-être call Valet 10 avec les cœurs ou les carreaux. Il peut avoir pareil pour Roi 10, Roi Valet. Il peut avoir toutes ces mains-là qui ont des tirages, des backdoors, des overcards. Mais je pense qu'on a encore la meilleure main tout le temps ici. Sans hésiter, donc seconde barrel. Il call, et puis là, quelle que soit la river, j'ai envie de dire, ça sera compliqué de s'en sortir. Bon, il se trouve que je fais carré. Du coup, je fais tapis. Il call avec les as. Donc voilà, j'allais dire, je sais pas comment il va se comporter avec les as, les rois. Je peux comprendre, comme ça, à chaud, sans réfléchir, qu'il n'a pas envie de... Il n'a pas envie de me relancer au flop parce qu'il ne veut pas avoir affaire qu'à des brelans ou des doubles paires. Enfin, des doubles paires, il n'y en aura presque jamais. Dame 9, c'est rare. Donc, il n'a pas trop envie de se retrouver que face à des brelans en me relançant. Il veut garder ma range de semi-bluff ou ma range dominée si j'ai As-Dame ou Roi-Dame. Donc, après, c'est un peu normal aussi qu'il me colle les barrels, quoi, turn et river. Bon, bref, du coup, excellent pot aussi encore remporté. Donc voilà, il y a quand même eu des gros pots de gagnés cette semaine. Allez, on va aller voir maintenant le plus gros pot perdu cette semaine. Alors, pour ce gros pot perdu, ça va aller vite aussi puisque c'est un setup. J'ai les rois, je peux un UTG, je me fais 3 bêtes par big blind. Donc, globalement, tout le monde a à peu près dans l'idée que UTG, on a une range strong. Et que même s'il y a des joueurs qui vont open 20% beaucoup en UTG, mais là on est sur la go fast, on n'a pas de stats. Donc il me 3 bet, donc il est censé être très strong. Dans sa range, si on ne connaît pas l'adversaire, on peut dire que s'il est tight classique, il va y avoir des paires d'as, il va y avoir des as-roi, il va y avoir de temps en temps, ce serait pas une bonne idée je pense, mais il y en a peut-être qui feront ça avec paire de dames, mais là-dessus je suis pas sûr. Donc voilà, il y aurait que ça, je pense. As-Roi, As-As, Roi-Roi. Et après, ça dépend des joueurs. As-Dame suité, ça m'étonnerait. Donc, on va quand même call, évidemment. Mais j'ai pas du tout envie de 4 bêtes ici. Donc, on va avoir un board déjà.
Si on est sur Bordeaux Thoras, bon, ça serait déjà complètement réglé parce que pour moi, je serais complètement crush. Il faut quand même noter qu'il y a 6 combos d'As et il reste encore 8 combos de As-Roi, malgré que j'ai 2 rois. Parce qu'on peut se dire, ouais, je bloque les As-Roi. Bah ouais, mais il y a 4 As et 2 rois, donc 4 fois de 8 combos. Et 6 combos de paire d'As. Donc il y a plus d'As-Roi chez lui que de paire d'As. Donc quand il c-bet ici, je ne vais pas folder sur ce board. Je call. Il check. Intéressant. Parce que du coup, on peut s'orienter un petit peu plus sur As-Roi. Et encore une fois, ça dépend des mecs. Si jamais il fait ça avec As-Dame de trèfle, par exemple, il peut décider de passer en check call. As-Roi, idem. Sachant qu'il lâchera pas, parce que le board fait 2, 4, 5. Donc, s'il a As-Roi, il va vouloir chercher un As, un Roi ou un 3. S'il a le flush draw, voilà, on va pas lui laisser non plus free roll. Donc, j'ai décidé de miser. De toute façon, là, quand je mise ici, pour moi, s'il a les As, bah tant pis, quoi, c'est un setup. Bon, il me check raise, hein, mais bon, encore une fois, j'ai pas mis de 2,90 pour me coucher. Il peut décider de jouer agressivement et jouer sa dernière carte avec son As-Roi. Par exemple, s'il a As-Roi de trèfle, c'est un seul combo, mais bon, il peut faire ça avec peut-être As-Dame, des fois, s'il l'a dans sa range. Je sais pas s'il aura les dames dans sa range. Et de temps en temps les As. Après, en termes de flush draw, je pense pas qu'il y aura d'autres flush draw. Il n'y a pas des masses de flush draw, quoi. Parce que pour le coup, là, les rois dames, je sais pas s'il en a roi dame suité. Ça ferait un autre combo, mais enfin, honnêtement, c'est compliqué. Bon, je décide de call. Étant donné que c'est vrai que. Est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir dans un pot 3 bet avec paire de rois là-dessus parce que je vais dire, si je check ici, étant donné que j'estime qu'il n'y a pas beaucoup de flush draw, du coup, j'ai pas tellement peur qu'il y ait un trèfle qui arrive et des 3, il n'y en a que 4 dans le paquet. Donc, je sais pas si ça serait pas plutôt une bonne idée de check, mais néanmoins, même s'il fait tapis river sur mon check, c'est quand même compliqué de folder, je pense qu'on y est, quoi. Donc, je vais quand même montrer, bon, il avait les As. Voilà pour le plus gros pot perdu cette semaine. Un 100 big blind, quoi. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, avant de partir, si ce n'est pas encore fait, un petit like, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux réagir sur tout ce que j'ai pu te dire dans cette vidéo qui était un peu plus longue que d'habitude. Mais voilà, je voulais parler un petit peu de la variance. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te donne très vite rendez-vous sur Poker Stratégie pour des nouvelles vidéos. Je sais, j'en ai pas mis beaucoup ces 15 derniers jours, mais parce que je suis extrêmement focus sur mon jeu. J'ai repris aussi mon activité professionnelle à côté, donc le matin j'ai du boulot quand même. Donc voilà, je suis extrêmement focus sur ma progression personnelle, sur le grind que je fais. J'essaie de prendre du temps aussi à côté pour me reposer, faire d'autres choses. Donc c'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps à faire du montage vidéo ou à préparer des vidéos, donc, mais il y en aura d'autres. Voilà, je te donne rendez-vous bientôt et je te dis voilà, bon courage et bon grind aux tables aussi si tu joues au poker. Allez, salut!